Si un patient arrive demain à ma consultation et me dit « Docteur, je ressens une souffrance insupportable et je pense à mourir », qu'est-ce que je vais lui répondre? Je ne vais pas lui dire « C'est tout à fait possible, la loi vous autorise. Si je fais ça, je me sens... je démissionne. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas pratiquer ma profession dans ces conditions. » L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs et de la proposition de loi relative au droit à l'aide active à mourir. Le texte sur la fin de vie est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous rappeler quels amendements n'y seront pas débattus car ils ont été rejetés en commission? Interdiction d'appliquer l'euthanasie ou le suicide assisté aux personnes déficientes intellectuellement. Rejeté. Vérifier que le discernement de la personne n'est pas altéré. Rejeté. Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de l'expression de la demande, il peut saisir un psychiatre. Mais comment peut-on interdire cette possibilité? On se demande à quel point les législateurs sont conscients de ce qu'ils ont fait, les parlementaires. On a l'impression qu'en réalité, il ne s'agit plus du tout d'un droit d'aide à mourir en fin de vie si on rencontre une souffrance insupportable et réfractaire, mais que tout simplement, on donne un droit au suicide à toute personne traversée par cette idée. Clause de volontariat pour les professionnels de santé voulant intervenir dans ce processus létal. Rejeté. Possibilité d'étendre la clause de conscience aux infirmières, aides-soignantes et auxiliaires médicaux. Rejeté. C'est proprement choquant. Pourquoi ils n'auraient pas de... Enfin, ces professionnels de santé ont une conscience, comme les médecins. Tous ces professionnels de santé ont le droit de dire qu'ils ne veulent pas participer à un acte d'euthanasie. Je ne vois pas pourquoi la clause de conscience est réservée aux médecins. C'est très méprisant pour le personnel infirmier qui est très proche du malade, va évidemment... même s'il ne pousse pas directement la seringue, comme on dit, beaucoup participer à l'accueil du patient, à sa prise en charge, à l'écouter, à l'entourer. Et au contraire, lesquels ont été adoptés? La mort administrée doit être considérée comme une mort naturelle. Adopté. Indifférenciation entre suicide assisté et euthanasie. Adopté. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de violence, cette fois, à l'égard du personnel soignant, lorsqu'il est dit qu'il n'y aura pas de différence entre suicide assisté et euthanasie. Vous savez que c'est une différence quand même majeure pour les soignants entre laisser libre un patient d'avaler des pilules qui lui auront été prescrites en totale autonomie ou injectées par voie intraveineuse, et avec toute la violence que comporte ce geste, c'est parfois quelque chose qui est très difficile à vivre et qui peut avoir des conséquences post-traumatiques. Parmi les amendements adoptés, il y a aussi celui qui promulgue un délit d'entrave. Pourquoi il vous inquiète particulièrement? L'article 17 prévoit une peine allant jusqu'à 10 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement pour toute personne qui tentera d'empêcher un patient d'accéder au suicide assisté ou à l'euthanasie. Étant entendu empêcher comme soit une entrave physique mais aussi des pressions morales et psychologiques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si on prend au pied de la lettre cette formule, on pourrait très facilement accuser des soignants qui prennent en charge un patient qui exprime un désir de mort et qui essayent de l'en dissuader en lui proposant tout simplement de le soigner et de le prendre en charge. Ce délit d'entrave pourrait être très dangereux et complètement, pour le coup, entraver l'activité soignante qui est un devoir éthique fondamental, c'est-à-dire de tendre la main à toute personne malade en détresse. Le devoir éthique de base d'un soignant, c'est de se mettre dans une position de disponibilité, d'écouter sa souffrance. Si un patient arrive demain à ma consultation et me dit « Docteur, je ressens une souffrance insupportable et je pense à mourir », qu'est-ce que je vais lui répondre? Je ne vais pas lui dire « C'est tout à fait possible, la loi vous autorise. Si je fais ça, je me sens... je démissionne. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas pratiquer ma profession dans ces conditions. » Si un patient me dit qu'il souffre, qu'il a envie de mourir, je lui dis « Mais ce que vous me dites est stupéfiant. Je veux vraiment en savoir plus. Dites-moi ce qui se passe. » Et il va falloir essayer de l'entendre, de le laisser raconter ce qu'il ressent, parce que chaque personne a une façon unique et singulière de souffrir. Il faut l'identifier, la cerner. Il faut... lui montrer qu'on est préoccupé par ce qui lui arrive. Face à une telle détresse, il faut un niveau engagé de soins. C'est-à-dire, je veux vraiment mettre en œuvre un travail en équipe pour
tout faire pour tenter de vous soulager, parce que je crois que c'est possible. Est-ce que là, le législateur va me dire attendez là, docteur Bouloc, ce que vous dites, je crois que c'est possible, vous mettez une pression psychologique sur le malade pour l'empêcher d'accéder à son droit de mourir. Est-ce que ça va se passer comme ça? Si c'est le cas, il n'est plus possible d'exercer le métier, j'allais dire de soins palliatifs, mais bien au-delà, le métier de soins. Une personne qui exprime un désir de mort est avant toute chose une personne qui a une envie suicidaire. Et avant de déterminer qu'il existerait des circonstances exceptionnelles qui lui donneraient le droit d'accéder à ce suicide aidé par une équipe médicale, il faut d'abord explorer l'aspect psychologique et essayer de traiter une éventuelle part de syndrome dépressif ou de troubles psychologiques anxio-dépressifs sévères avant d'accéder à sa demande. Une autre partie de la loi prévoit de renforcer les moyens en soins palliatifs. Pour vous, est-ce que ce texte qui renforce la loi Claes-Leonetti était suffisant? Bien sûr, parce que la loi Leonetti s'adresse aux patients en fin de vie. Et je pense que c'est là aussi le grand malentendu. Parce que si vous dites aux Français qui, dans tous les sondages, répondent oui à la question « Souhaitez-vous accéder à l'euthanasie si, en fin de vie, vous traversez d'immenses souffrances ?» Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Probablement oui. Je vais vous dire moi aussi. Mais la loi Leonetti, d'ores et déjà, répond à ces situations-là. Une personne en fin de vie peut demander à arrêter la nutrition artificielle et accéder à la sédation profonde et continue. En revanche, la loi donne accès à mourir pour des patients qui ne veulent pas arriver jusqu'à la fin de vie. La loi Leonetti est une loi extrêmement subtile que beaucoup de pays nous envient parce qu'elle savait exactement trouver le bon dosage entre la lutte contre l'acharnement thérapeutique et la lutte contre l'euthanasie, qui est une transgression majeure de l'interdit de tuer. Je crois qu'il faut insister sur la bataille universitaire qu'il faudra aussi gagner pour le développement des soins palliatifs au niveau des étudiants en médecine, au niveau des autres professions de santé, parce que les soins palliatifs ne peuvent pas être réservés aux équipes de soins palliatifs. Et il faut aussi que se développe dans la société une place peut-être plus grande sur, pas tellement la mort, mais sur la fin de vie. Est-ce que tout à chacun, citoyen français, on pourrait se questionner sur le rôle que l'on joue dans notre entourage lorsqu'une personne est en fin de vie, pour l'accompagner, pour partager des moments avec elle, pour continuer à être là, parce que c'est ça qui est important, avec toujours du partage et de l'échange, et c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie.